Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Masque Exagère Pater. pas. Maston Pater, excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Et salut l'équipe et bienvenue dans ce nouvel épisode des bilans d'intersaison du front office. Aujourd'hui, on va parler des Panthers de la Caroline, des Chatons de la Caroline. Je suis accompagné de mon camarade spécialiste de la draft, Alexandre. Salut Alex, comment tu vas? Ça va très bien et toi Doug? Ça va nickel. Eh ben, Écoute, écoute, très content d'être là en tout cas pour une nouvelle émission. La dernière fois qu'on avait eu un gros Jean, ça s'était bien passé, c'était marrant, on avait bien rigolé. Là ça va, je pense, parler un peu en mieux de son équipe. En tout cas, j'ose espérer. Mais très content d'être là pour parler des Panthers, des Chatons de la Caroline. bon, t'as divulgaché notre invité du coup, donc on va quand même le présenter. Franz est avec nous ce soir. Salut Franz, ravi de t'avoir avec nous. Salut les gars, merci beaucoup pour l'invitation. Merci de me permettre de parler de mes chatons qui, j'espère, vont un petit peu avoir les griffes acérées pour la saison prochaine, être un petit peu plus sauvages. Avec ce qu'on a fait, peut-être qu'on va y arriver, on va voir. On va en parler. Eh ben justement, oui, on va en parler. Rapidement, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Où est-ce qu'on peut te suivre? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, Voilà. ben, dans beaucoup d'endroits, en fait, vous pouvez me voir. Donc, France Panthers sur X, Twitter, ex-Twitter. Et puis, on peut m'entendre ou me voir dans deux types de médias, de collectifs. Le premier, c'est Fantasy Ballers. J'aime bien parler de fantasy également. Ça fait de nombreuses années que je joue avec mon frère, Marc, Captain. On est un beau groupe et Belle on équipe. a une belle équipe, ouais. Et en saison régulière, chaque semaine, on fait quand même 3 émissions par semaine. Et donc parfois 4, ça dépend. Donc voilà, moi j'y suis dans au moins 2 ou 3 par semaine, donc c'est un peu de travail quand même pour parler fantasy et aider un petit peu tout le monde à trouver son compte avec ce jeu. Et puis je suis également membre de Panthers FR, pardon. Donc c'est NFL Panthers FR sur X. Et vous pouvez trouver le Poundcast pour le Keep Pounding des Panthers. Également une fois par semaine pendant la saison régulière. Et puis on en fait quelques-uns pendant la off-season. Et c'est un compte qui a été créé par mes camarades à l'époque et que j'ai rejoint l'année dernière. Et j'en suis ravi. Et donc, grand fan des Panthers depuis presque 15 ans maintenant. Donc, ça commence à faire. Très belle émission, le podcast, que je recommande à tout le monde, comme les copains des bowlers. C'est un gros boulot pendant. Là, ils sont un petit peu. Là, ils sont au frais en ce moment. Là, ils sont tous un petit peu dans leur résidence secondaire. On les connaît. Hein, c'est du CSP+ quand même. Mais, mais là, ils vont revenir plein gaz pour la nouvelle saison, j'imagine. Ouais. Et ouais, ça va être cool. Et puis, on a des émissions, mais on a un Substack aussi. Donc, fantasyballers.substack.com où on met des articles. Et il y a fantasyballers.fr pour que toutes les ligues Fantasy Ballers, parce qu'il y en a beaucoup, c'est quand même le premier média sur la fantasy francophone. Et donc, on organise beaucoup de ligues et tous les joueurs qui participent à ces ligues peuvent suivre leurs résultats et les résultats des petits copains à travers un site qui est fantasyballers.fr. Donc, il y a un peu de boulot en tout. Ouais. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Mais d'ailleurs, du coup, on va en profiter, nous aussi, pour faire toute la promo. Retrouvez-nous partout, le front office, absolument partout, sur X, ancien Twitter, sur Instagram, sur Blue Sky, sur le Discord, bien sûr, sur Twitch, où vous pouvez aussi venir pour les lives, sur le Tipeee. Non, je déconne, on n'est pas des Indiennes où on n'en a pas. Et donc, non, voilà, on peut se retrouver surtout quand même sur le Discord où il y a énormément d'interactions, il y a toujours des gens qui arrivent et franchement, ça régale. Ça régale vraiment. C'est vrai. Les amis, je vous propose de commencer ce bilan d'intersaison et je vais te poser une première question. Franz, quel est le match qui, pour toi, a été le plus représentatif de votre saison du côté de la Caroline?
Alors, ça a été très compliqué de déterminer un match parce que, comme beaucoup de gens le savent, on a eu 2 saisons en une. Et c'est un peu compliqué de trouver un match représentatif de l'entièreté de la saison. Alors, j'ai un petit peu triché, je vais en citer 2 rapidement. Le premier, c'est le match contre les Chargers. On perd 26-3, et en fait, qui est représentatif de notre première partie de saison catastrophique, avec un Bryce Young benché, avec une défense contre la course qui se fait manger littéralement. Les Chargers, ils courent plus de 40 fois pour 20 passes, alors qu'ils ont Justin Herbert. Donc, c'est un manque de respect complet. Harbaugh nous a outcoachés, c'était un enfer. Les joueurs étaient complètement à la rue. Et ça montre vraiment à quel point on était nuls à ce moment-là et que la défense contre la course était une priorité de la off-season. On va en parler. Donc, rien n'allait dans ce match. Et puis, on a eu une deuxième partie de saison où on a relevé la tête. Et moi, il y a un match que je voudrais citer qui est un peu représentatif de ça. C'est notre match contre les Eagles où on perd d'une courte tête. Et en fait, on doit le gagner puisque Bryce Young fait un drive fabuleux pour aller marquer le touchdown de la gagne. Et malheureusement, Xavier Liguette fait le drop qu'il ne faut pas dans la end zone, qui nous enlève cette victoire. Mais ce match a été plein d'espoir. On a vu un Bryce Young bien plus conquérant, on a vu une équipe bien plus en place. Et c'est ce qui a lancé un peu cette hype de fin de saison. La victoire contre Atlanta aussi, alors même si on avait pris une petite pilule contre les Buccaneers, mais enfin bon. Bref, on a vu Ça, de c'est normal, ça. l'amélioration, mais ça c'est normal. On a vu une amélioration. Tant qu'on bat les Falcons, moi tu sais, tout va bien, Doug. Et donc, ouais, on a vu une amélioration qui a entraîné une petite hype. Et puis, et j'ai écouté un peu l'épisode justement des Falcons et on parlait de Penix et du fait que on verra en deuxième année et qu'à quel point c'était important la deuxième année. Là, c'était la deuxième année de Bryce Young, c'était pas une année rookie. Donc, les attentes en début de saison, la pression, le benching, le fait qu'ils reviennent et tout, c'est pas pareil que si ça avait été l'année rookie. Donc, tout ça mélangé fait qu'on termine la saison avec le sourire. Yes, carrément. D'ailleurs, du coup, cette saison, on est passé dessus rapidement, mais vous finissez en 5-12. Du côté du front office, vous aviez un power ranking 1, c'est-à-dire qu'on vous voyait avec le Ouais. plus mauvais bilan de la saison. Donc, vous avez fait mieux déjà de ce côté-là. C'est certain. 5-12, je pense qu'au début de la saison, vous auriez peut-être signé. D'ailleurs, encore. il me semble qu'avec PA, j'avais dit 5 victoires. Hein. Sauf que j'avais dit 5 victoires avec un démarrage à 3-0, ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc, À la limite, il vaut mieux dans ce sens-là. Hein. oui, complètement. Ouais, c'est sûr. Mais on avait quand même un calendrier qui n'était pas évident et j'avais dit que c'est une équipe qui pouvait à la fois faire 2 victoires et à la fois en faire 8. Mais on avait trop de points d'interrogation et bon, 5 victoires, je prends. Sachant qu'en plus, il y a Kansas City qu'on peut gagner sur le fil aussi, et les Eagles qu'on peut gagner sur le fil. Donc, tout ça mis bout à bout, ouais, on a fait une meilleure saison que ce que vous aviez pronostiqué et j'en suis ravi. Alexandre, du côté du Nevada, comment on a suivi ces Panthers cette année? Bah, écoute, on les a affrontés et nous en plus on est la première équipe qu'on les a affrontés après le retour, enfin en tout cas le benching de Bryce Young. Donc on a vu Andy Dalton revenir et faire un match incroyable. Hein. De toute façon, nous Las Vegas, on était assez une équipe très décevante cette année. Donc Carolina nous avait vraiment torché durant la confrontation et durant le premier match de Andy Dalton. Donc bon. Nous, de l'extérieur, en tout cas, Franz l'a plutôt bien résumé. Hein, c'est vraiment l'impression d'avoir vécu 2 saisons en une. Hein, les attentes d'un côté avec Bryce Young et la déception de le voir bencher. Et puis l'espoir de fin de saison. Je pense que ce qui n'a pas aidé non plus, c'est, on va dire, la blessure de Derrick Brown. Je crois qu'il se blesse dès le premier match. Enfin, vraiment, il fait un seul match, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, demi-match, mais... Voilà, c'est ça. Donc vraiment, tu te dis que c'est quand même ton meilleur joueur, le meilleur joueur de ton équipe, le principal, l'un des meilleurs, en tout cas, defensive tackle pour stopper le jeu de course. Et ça a été ton gros talent d'Achille de toute la saison. Donc, ouais. Franz l'a très bien dit là-dessus.
Je pense qu'il y a des déceptions aussi de ce niveau-là. Tu peux te rassurer en te disant que tu as eu quelques joueurs qui ont quand même bien performé. Je pense à un Jesse Horn qui a peut-être fait sa meilleure saison de carrière et qui a eu un contrat quand même à la hauteur de sa saison. Certains diront peut-être que c'était un peu cher. Après, je me dis, bon, qu'un cornerback jeune dans la force de l'âge qui fait une saison pareille, faut le payer. Et Carolina ne peut pas se permettre de laisser partir des free agents tels que lui. Donc voilà, j'étais assez content de sa progression, en tout cas à Jesse Horn. Un Chuba Hubbard aussi, que j'aime beaucoup, joueur qui a vraiment impressionné, qui a fait sa meilleure saison de carrière aussi. 1200 yards, 10 touchdowns au sol. C'était vraiment un peu le moteur de cette équipe. Ça a permis aussi quand même à ce que l'offense ne soit pas non plus aussi catastrophique toute la saison. Et c'était un petit peu, on va dire, la seule étincelle du côté offensif, même s'il y a eu quand même des jolis petits matchs de Bryce Young en fin de saison. Mais voilà, je pense qu'au global, les fans des Panthers seront d'avis de dire que il y a eu de la déception au début d'année, mais en tout cas, les derniers matchs de saison ont permis de reprendre confiance en Bryce Young parce que tu avais quand même investi énormément sur ce joueur et que tu avais quand même lâché un premier tour, que les Bears s'en sont bien frottés les mains pendant un petit moment. Donc faut quand même rentabiliser cet investissement et il y a quand même des signes d'espoir, des motifs d'espoir pour cette équipe des Panthers. Et on va voir en tout cas sur cette intersaison s'ils ont réussi à bien entourer ce jeune Bryce Young. Et on se demande même qui gagne le trade maintenant. C'est ça qui était intéressant quand au moment du bench de Bryce Young, tout le monde rigolait en disant les Bears ils ont complètement arnaqué les Panthers et bravo à eux. Ils ont une équipe de fous. Ils ont Caleb Williams, ils ont DJ Moore et en plus ils ont eu plein de joueurs grâce au tour de draft donné. Maintenant, on se pose un peu la question. Donc, on va voir ce que donne Caleb Williams. Mais au moins, on se pose la question. C'est déjà pas mal. Mais tu l'as dit, le match contre Las Vegas, c'est marrant que ce soit toi d'ailleurs qui soit là pour en parler parce que il est un tournant. À ce moment-là, il y a plein de gens qui disent est-ce qu'on va trader Bryce Young et je me rappelle d'un Poundcast justement où on parle de ça avec les collègues et on se dit on est typique le genre de franchise qui vont peut-être trader Bryce Young et il va cartonner ailleurs parce qu'il y a une équipe qui va savoir le mettre en confiance, qui va savoir le faire jouer. Canales, il le bench, laisse tomber. Qu'est-ce qui va se passer Et je dois admettre, on va pas commencer à dire n'importe quoi. On n'était pas ceux qui disaient ah bravo, il va revenir encore plus fort. Non, Personne n'a dit ça. Non, je crois pas. Peut-être qu'il y en a, mais bravo à eux. Et puis, force est de constater que on met peut-être les gamins trop tôt sur le terrain, surtout à ce poste-là. Et quand tu as un coach qui était un coach de joueur, Canales, c'est un coach de joueur, il savait ce qu'il faisait. Et j'ai pu que m'incliner face à cette décision. Et Bryce Young a expliqué après qu'en fait, quand il était sur la touche, il avait l'oreillette. Et donc, il arrivait à entendre ce qui se disait et à voir comment c'était exécuté par un vétéran. Et que du coup, il a pu prendre ici et là et apprendre de manière générale. Et puis, il faut dire aussi qu'on a un QB2 qui est exemplaire à ce niveau-là. Et c'est important de le souligner. Et Dalton a fait un excellent boulot. Et il est également une des raisons pour lesquelles Bryce Young revient. Et c'est pour ça qu'on le re-signe d'ailleurs pendant l'intersaison. Ouais, c'est ça, tu as raison en plus de souligner l'impact de Canales et de Dalton. Canales, je pense que, comme tu dis, beaucoup de gens ont critiqué le fait qu'il le bench, mais en soi, je pense que c'était intéressant aussi de mettre en place ton offense et de savoir ce qu'il voulait. Tu sais que ton QB vétéran va pouvoir mettre les choses en place. Alors ouais, tu vas peut-être pas gagner beaucoup de matchs, mais en attendant, tu as des playmakers offensifs qu'il faut quand même mettre en confiance. Tu as un Chuba Hubbard qui commence à progresser, qu'il faut mettre en confiance. Tu as une ligne offensive sur laquelle tu avais investi aussi durant l'été, qu'il faut pareil mettre en confiance. Donc, qui a été excellente. Qui a été excellente cette année, parce que justement, beaucoup de jeux au sol, et on a essayé vraiment de simplifier au maximum, je pense, en tout cas, le cahier de jeu. Tout à fait. Donc ouais, moi, franchement, j'ai bien aimé ce qu'a fait Canales sur sa première saison, parce que c'était sa première saison de coaching depuis qu'il est parti de Tampa Bay, que Doug connaît donc assez bien. Mais voilà, je trouve quand même une première saison pour Canales vraiment encourageante, on va dire. Yes, du coup, ça nous permet de nous projeter sur cette intersaison. L'intersaison, les Panthers l'attaquent avec 26 millions de cap disponibles, ce qui est correct, mais ce qui n'est pas dans les plus hauts de la ligue non plus. Mais bon, ça permet d'avoir un petit peu de latitude, surtout quand on sait que les mecs,
sais pas comment ils se débrouillent, mais ils arrivent toujours à gratter aussi. Tu démarres à 20 et tu finis à 40 en gros. Mais quels étaient pour toi, Franz, les besoins vraiment sur cette intersaison? Bah, il y en avait un peu partout, soyons clairs, il y avait des besoins un peu partout. Mais on avait des bases, et des fondations solides sur lesquelles on pouvait travailler. On avait une ligne offensive, qu'on n'avait pas besoin de toucher. On avait investi dessus, très bien. Tu as ton quarterback, tu as ton running back 1, tu as des receveurs qui sont à peu près corrects, mais tu sais que tu vas avoir besoin un peu de travail, mais ça va. Donc clairement la défense. La défense était, priorité numéro 1 et notamment la défense contre la course puisqu'on a été la pire, défense contre la course. On s'est fait rouler dessus et c'est pour ça que j'ai cité le match contre les Chargers comme exemple de notre saison. Donc la priorité, elle était là. Donc de manière générale, la défense contre la course, hein, c'est pas que les D tackles. Mais voilà la priorité. Yes, carrément. Du coup, quand on regarde sur les 4 recrues les plus chères durant cette FA, avant de parler de la draft, on a Trevon Moehrig, Très bonne Moehrig, ouais. le safety, on a Tershaw Wharton, le DT, on a Patrick Jones aussi OLB et on a Bobby Brown, pareil DT. Donc on est venu blinder quand même cette ligne défensive. Oui, et on peut citer un linebacker aussi qui est Christian Roseboom, qui est un peu, tu sais, le type de linebacker un peu débile qui aime bien foncer dans le tas et justement attaquer le coureur si jamais il passe le premier rideau. Donc en fait, on a travaillé sur alors Moehrig, c'est un safety, très fort contre la course. C'était un des meilleurs safety contre la course qu'on a pris à Las Vegas. Évidemment, il demandait un salaire. Nous, on est le genre de franchise, on peut pas dire, «Coucou, tu viens pour une bague». On n'est pas les Ben non. Eagles, on n'est pas les Chiefs, on n'est pas donc on peut pas attirer par le jeu. Donc on est obligé d'attirer quand même un petit peu par l'argent et un petit peu parfois par la culture et notamment le côté, d'où viennent les joueurs. Souvent le côté les mecs de la Caroline sont très fiers de la Caroline, très fiers d'avoir grandi en Caroline et sont Yes, plus mais ça c'est pour les totalement. vétérans et ils sont plus à même de venir. Ce qui s'est passé avec Clowney, par exemple, Jadeveon Clowney. Et là, on a pris Moehrig, on le paye, très bon contre la course. On prend Bobby Brown qui est un nose tackle, donc qui est un parfait complément, de Derrick Brown et parfait complément d'Eshaun Robinson, par exemple, qui est un autre D-tackle, et qu'on vient mettre une masse là au milieu, parfait pour venir faire chier le centre, et pour venir, bloquer des gaps, bien entendu. Donc ça, c'est des très bonnes recrues et Christian Roseboom, alors moi, c'était mon petit bémol, je suis pas certain que ce soit le type de linebacker qu'il nous fallait parce que c'est vrai qu'on a Josey Jewell qui est un peu le même profil, on est un peu meilleur selon moi. Alors beaucoup de gens, me disent que je suis trop dur avec Roseboom. Peut-être, j'espère qu'il va me faire mentir. Mais je l'appelle un peu moi je l'app ah bah tiens, tu vois? C'est je le paye, j'ai pris la note, c'est pas grave. Le linebacker, le Je vais pas te Van sauver. Ginkel Ah oui. de Wish ou tu vois? C'est vraiment un peu ça, c'est la version Wish de Van Ginkel, Ah, bien wish là, heu, hein. mais bien Wish quand même, tu vois? Roseboom. Parce que après, on va pas se mentir, quand tu lis comme ça, Moehrig, Wharton, Jones, Brown, on dirait quand même c'est Madden, mais t'as pas les droits. Tu sais, t'as pas les droits de la NFL et c'est des noms random un petit peu qui ont été balancés. Mais tu sais que Tershawn Wharton, c'est un D-tackle qui a fait 7 sacs et demi l'année dernière quand même, l'air de rien. Ouais, ouais. C'est-à-dire que lui, il vient pour apporter de la variété dans les jeux appelés, par le coordinateur défensif. Donc c'est pas un mec qui va faire tous les downs, mais c'est un mec qui va venir faire le boulot quand il va falloir, tu sais, un peu pousser le quarterback à la faute. Imagine une 3e et 8 par exemple, tu mets un Tershawn Wharton qui va mettre la pression en plus des outside linebackers parce que je rappelle qu'on joue en 3-4. Donc du coup, il y a 2 OLB qui peuvent venir, courser le quarterback, et donc si tu mets un D-tackle en plus qui vient, se séparer du bloc et venir faire chier le quarterback, c'est encore plus dur pour le running back de protéger derrière. Ouais, carrément. Donc il vient pour faire ça, si tu veux, Tershawn Wharton. Il a fait une très bonne saison chez les Chiefs. Mais d'ailleurs, c'est un peu le bilan, de cette FA, c'est qu'on prend des joueurs
qui sont en forme de la saison dernière, pas forcément, et qui ont 24-25 ans, tu vois, qu'on fait 2 premières saisons un peu moyennes, un peu discrètes, dans l'ombre et tout. Et puis 3e saison, hop, et ils deviennent plus costauds. Mais les grosses équipes, eh ben, c'est la fin des contrats rookies presque. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on en fait, tu vois? Ils se posent des questions. Donc, on a récupéré un peu ces joueurs-là. Et Patrick Jones, tu vois, c'est typiquement ça aussi. Outside linebacker, numéro 2, tu vois, correct numéro 2, et qui vient apporter un tout petit peu de volume à un pass rush qui était très, très, très moyen. Yes, carrément, carrément. Bah, écoute, donc du coup, une EFA, plutôt positive. Alexandre aussi? Oui, oui, dans l'ensemble, on peut dire que c'est une EFA positive, hein. De toute façon, Franz l'a mentionné, mais Carolina ne peut pas se permettre comment dire, de proposer des contrats assez cheap à des gros joueurs pour chercher une bague. Donc, ils sont un peu obligés des fois de surpayer. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Moring que je connais bien. Je me dis, bon, Moring, c'est un joueur que potentiellement, moi, j'aurais bien aimé ramener, pas à n'importe quel prix. Visiblement, il a pris un gros salaire et il va falloir qu'il l'assume derrière. L'avantage pour Carolina, c'est que c'est quand même encore un joueur jeune et qui a encore beaucoup, selon moi, de potentiel. Maintenant, de ce que j'ai vu à Las Vegas, nous, on nous avait vanté avant la draft que c'était un joueur qui était très bon sur la couverture. Force est de constater que c'était pas là où il a montré vraiment le plus grand, enfin en tout cas l'étendue de son talent. Il a vraiment progressé par contre au fil du temps sur le jeu de course. Et l'année dernière, c'était vraiment sa meilleure saison sur le jeu de course. Donc en soi, l'avoir en leader de ton backfield, je dis pas non. À ce prix-là, va falloir qu'il confirme. Mais je pense qu'il peut avoir, en tout cas, il va avoir les clés du backfield défensif. Et tu sais que tu as un Jesse Horn en tant que cornerback qui aussi amène du leadership sur cette escouade-là. Donc voilà, tu as quand même 2 joueurs qui ont maintenant un peu de bouteille dans les pattes et puis qui peuvent apporter sur ce backfield défensif. Et j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait sur la rotation sur la D-line. On n'en a pas parlé, mais Carolina, c'était une des équipes qui était très intéressée pour aller signer Milton Williams, qui est parti aux Panthers. Il y a eu même un moment où on a annoncé la signature et que ça a un peu changé au dernier moment parce que New England proposait une meilleure offre. Donc moi, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés chercher 2 joueurs. Ils se sont dit, bon, bah voilà, on a des problèmes sur le jeu de course, on va prendre Bobby Brown, qui est vraiment un pur défenseur contre la course, mais qui sur le pass rush n'apporte pas non plus tant de garanties que ça. Par contre, Wharton, à l'inverse, apporte beaucoup de garanties sur le pass rush. On l'a vu cette année, c'est sa meilleure saison de carrière sur ce côté-là du terrain. Donc voilà, j'aime bien le petit complément de ces 2 joueurs. Tu sais que tu as Drake Brown qui va jouer sûrement les 3 tentatives, mais avoir une rotation avec Ashan Robinson et ces 2 joueurs-là que tu viens de ramener, moi j'aime bien. Par contre, le petit point négatif que j'aurais à dire sur ces signatures-là, bon, France, on a parlé, c'est les linebackers, mais je ne vais pas trop y revenir dessus. Moi, c'est sur le Patrick Jones. Je trouve que c'est un petit peu cher à ce prix-là. Mais comme a dit Franz, Mais on attire voilà, pas les mouches avec du vinaigre là, hein. Les gars, c'est ça. faut qu'ils veuillent venir en Caroline, hein. C'est ça. Attention, c'est 10 millions garantis, hein. Oui, mais du coup, c'était 2 ans, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, Donc, bon. 2 ans, 10 millions garantis. Bon. Voilà, mais après, je me dis que sa saison, en tout cas, on en Qu'est-ce parlait que avec c'est celui de Vikings France, qui avait été un petit peu, on va dire, il disait que c'était un peu une saison trompe-l'œil, on va dire, de Patrick Jones, en tout cas, peut-être qu'il trouvait un peu cher le contrat sur lequel il avait signé. Mais bon, en soi, il t'amène une rotation. Je ne sais pas si en tant que pass rusher numéro 1, ça semble une grande option. Par contre, dans une rotation, ça peut être pas mal. Moi, je l'aimerais bien en tant que 3e edge rusher. Le problème, c'est qu'à Carolina, il n'y a pas non plus une escouade si flamboyante que ça. Bon, on va en parler après sur la draft, mais il y a eu des ajouts de ce niveau-là. Mais bon, au global, si on peut résumer quand même, c'est quand même une free agency qui est réussie. Tu as quand même mis de l'argent sur des joueurs qui vont faire step up ta défense. Franz en parlait, c'était là où tu avais les plus gros besoins. Offensivement, tu étais plutôt, on va dire, stack. Parmi les joueurs que tu avais, tu as ramené un Rico Dowdle dont on n'a pas parlé, qui a fait une très belle saison à Dallas et qui arrive en tant que running back numéro 2. Et moi, j'adore le one-two punch qui s'annonce entre Hubbard et lui. Donc franchement, ça c'est nickel. Et au prix aussi. Bah ouais, tu l'échanges. T'échanges Miles Sanders avec Rico Dowdle parce que c'est gros débile de Cowboys. Ils récupèrent Miles Sanders alors qu'ils avaient Dowdle dans son prime et qu'ils pouvaient payer pareil. Enfin, Ah oui, move mieux, incompréhensible de Dallas. Mais par contre, vous en frottez les mains. Et en plus, tu vois, tu regardes le prix, c'est 3 millions par an, enfin sur une seule année.
Donc, C'est ça. t'es pas non plus vraiment perdant sur l'histoire, parce que tu sais aussi également qu'il y a eu la blessure ou la rechute, hein, si je dis pas de bêtises, de Jonathan Brooks, Ouais. le deuxième tour de l'année dernière. Donc, je pense qu'ils ont aussi voulu planifier en ce sens. C'est Mais pas vous qui avez envoyé Mingo aussi à Dallas? on l'a en cours de saison contre un 4e tour. Mais qu'est-ce qu'ils ont Bah, Jerry Jones, si, il baise la femme du proprio de David des Tepper. Panthers ou quoi? Ah, elle est très forte, la femme de David Tepper. C'est elle d'ailleurs qui a demandé à prendre Chuba Hubbard il y a 3 ans. Elle a une grosse C'est le Chuba, influence. ça l'a excité. Ouais, peut-être. Elle a cru que c'était Chupa, tu vois, donc parlant un peu espagnol, elle s'est dit tiens. Parler Non, mais espagnol à une lettre près. exactement. Non, je suis entièrement d'accord avec toi, Alexandre, et je rajouterais, moi, tu vois, j'avais mis B-, j'avais mis note de B- sur la free agency, parce qu'il me manquait des trucs. Il y a des re-signatures très importantes sur la ligne offensive dont on parle pas, mais qui sont très très importantes, où les mecs auraient pu aller chercher des salaires un peu plus haut ailleurs. Et je suis très content qu'ils restent. Les Austin Corbett, les Brady Christensen, les Ked Mays, des gens comme ça, donc c'est très bien. Mais ouais, moi, tu vois, j'aurais bien aimé prendre un Robert Spillane, mais encore une fois, on se fait, tu vois, à la place de Rose Bloom, typiquement, on reste dans le même type de linebacker, et le Spillane, il est 10 fois meilleur, tu vois. Ah bah oui, là, tu step up grandement là, sur ton équipe. Mais contre la course, c'était Spillane, tu vois, c'est le top du top. Et Même à la couverture de passe, il a vraiment été pas déconnant. Parce que moi, on m'a annoncé un gogol qui fonçait dans le tas. Au final, c'est vrai. un border pro bowler, quoi. Donc moi, j'ai une certaine passion pour les linebackers, pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est vrai que j'avais vraiment suivi la progression de Robert Spillane. Et quand il est devenu free agent, moi, je me suis dit, j'espère qu'on va foncer dessus. On a peut-être foncé dessus, mais encore une fois, le cap des Patriots, c'était tellement haut qu'on ne pouvait pas lutter. Et tu as parlé de Milton Williams, c'est un très très bon exemple. Et moi, j'adore ce qu'on a fait parce qu'on a porté nos couronnesses en disant, bah non, bah, on ne s'aligne pas, c'est non. Nous, c'est pas plus de 20 millions l'année. On offrait 85 millions sur 4 ans, je crois, un truc comme ça, avec 55 millions garantis, enfin un truc monstrueux pour un joueur qui a fait finalement qu'une fin de saison correcte avec les Eagles l'année dernière et qui fait un super Bowl, on est d'accord, mais on n'a aucune garantie qu'il peut enchaîner les saisons. Donc moi, j'étais très content de l'avoir à 20 millions l'année, pourquoi pas. C'était un peu la star de la free agency. Mais à 26 ou 28 que payent les Patriots, c'est hors de question. Moi, je suis d'accord je suis assez content qu'on ait assumé notre position financièrement et qu'on ait dit non parce que, comme tu l'as dit, ça nous a permis de prendre d'autres joueurs et qui viennent faire le complément d'un effectif où il y avait trop de trous de toute façon. Donc, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier. Puis en plus, corrige-moi si je me trompe, mais Bobby Brown, tu le signes pas non plus sur un contrat mirobolant. Wharton aussi, je crois que c'est les deux, ça équivaut même pas au prix de Milton Williams. Exactement. Bobby Brown, c'est 3 ans, 21 millions, 9,5 garantis. Donc tu vois, c'est pas énorme, surtout si c'est un nose titulaire. Et puis Wharton, on est sur 3 ans 45 quand même, avec 30 millions garantis. Donc là, on est. Mais donc si je prends les deux contrats, tu as raison, c'est en dessous de Milton Williams que ce qu'on avait proposé pour Milton Williams. Ouais. Puis, si jamais les deux ça fonctionne pas, tu sais très bien que ça peut, entre guillemets, se débarrasser plus rapidement qu'un Milton Williams si tu veux t'en débarrasser si ça fonctionnait pas. Exactement. Très bien. Donc, tu vois, tu as dit un petit B+, pour la free agency. B-, excuse-moi, B-. Eh ben nous, notre équipe de spécialistes du côté du front office, composée d'Alexandre ici présent et de PA, vous avez mis dans le tiers S des vainqueurs de la draft sur leurs épisodes, les vainqueurs de la draft. Et vainqueurs de la draft avec quel draft? Eh ben, au premier tour, au pick numéro 8, vous allez chercher Teora Macmillan, le receveur d'Arizona. Au deuxième tour, pick 51, Nix Courton, le edge de Texas A&M. Au troisième tour, pick 77, Priceley Ouman Millian, le edge de Mississippi. Mielen. Ouman Mielen. Ouais, c'est pas un cadeau celui-là. C'est pas un cadeau. Au quatrième, Trevor Etienne, le running back de Georgia. Au quatrième encore, Latan Ransom d'Ohio State. Au cinquième, merci Jonathan Mingo. Oui. Au cinquième, pick 140, Cam Jackson, le DT de Florida. Encore au cinquième, pick 163,
Mitchell Evans, le tight end de Notre-Dame. Et enfin, au 6e tour, pick 208, Jimmy Horn Jr., le receveur de Colorado. Donc déjà, une draft assez fournie. Et je vais d'abord donner la main à Alexandre qui puisse nous parler de cette draft. Lui qui nous a fait toutes ces magnifiques fiches durant l'intersaison. Tu m'as aidé, Et, attends. Jette-toi un petit peu j'ai des fleurs quand même. j'ai fait ma part. C'est-à-dire, j'ai fait les OL et c'est tout. Les beaux Mais bébés. c'est ça, je m'occupe des métiers de la viande et je laisse le reste aux spécialistes. Mais ouais, donc du coup, parle-nous un petit peu de cette draft. Vous l'avez mis en tier S, les vainqueurs de la draft. Pourquoi? Écoute, moi j'étais très content qu'il parte sur Ted McMillan en tant que receveur sur le premier pick, parce que je sais que quelques semaines avant la draft, hein, pendant très longtemps, on a vu les problèmes défensifs de Carolina cette saison et on n'arrêtait pas de parler d'un edge ou d'un linebacker. Ça parlait même de Jalen Walker au Carolina Panthers. Ça, c'était un peu un pick qui revenait souvent et moi j'étais très content de ce qu'a fait le GM en se disant bon bah ok, j'ai Bryce Young, on a investi dessus, on va l'entourer du mieux qu'on peut, même si on a investi l'année dernière un premier tour sur Xavier Laguette. Il n'a pas fait une grande saison, hein, on n'a pas parlé encore, mais il n'a pas fait la meilleure saison de sa carrière, donc on va continuer à renforcer cette escouade de receveurs. On sait que Dave Canales a très bien fait vivre l'attaque des Buccaneers pendant une saison avec un Mike Evans. Pourquoi pas lui rajouter une cible de grande taille, un joueur qui était pour moi le meilleur receveur de cette QV, avec Ted McMillan, joueur aussi de Californien. Ils se connaissent bien avec Bryce Young, notamment au lycée où ils se sont affrontés pendant que Bryce Young était déjà un senior et McMillan était encore un peu plus jeune, mais c'était assez cool de voir la petite connexion se reformer à ce niveau-là. Donc les deux, je pense, vont avoir beaucoup d'automatisme plus facilement en tout cas. Je pense déjà en dehors du terrain et en même temps sur le terrain. Donc moi personnellement, j'ai adoré ce pick. Et pour moi, il y a aussi derrière un des styles de cette draft avec Nick Courton, qui était, je crois que si je dis pas de bêtises, dans le top 20 de mon big board personnel. Donc aller le chercher en 50, pour moi, c'est une excellente value. Et tu prends un joueur qui est jeune, qui a déjà des saisons de production et qui en même temps s'adapte totalement dans le système de jeu que tu vas mettre en place. Parce que c'est un joueur à qui on a demandé de prendre un petit peu plus de poids, on va dire en termes de volume, sur sa saison à Texas A&M, mais à Purdue, c'était un joueur qui était un peu plus rapide et qui se correspondait un petit peu plus à ce poste d'outside linebacker. Alors, de ce que j'ai entendu, il avait baissé un petit peu son poids de forme, donc peut-être revenir à ce niveau qu'il avait à Purdue. Donc moi, je suis impatient de voir ce que ça peut donner avec le coordinateur défensif. Et Princely Umanmielen, tu doubles sur les positions pour aller chercher de la value aussi sur un joueur que j'évaluais comme un joueur qui pouvait potentiellement sortir en fin de deuxième tour. Tu vas le chercher au troisième. C'est parfait. C'est un joueur qui est un peu plus, encore pour moi, spécialiste du pass rush, un peu moins complet que Scourton. Mais en tout cas, je trouve très très bon sur le pass rush, en tout cas de ce qu'il a montré à Ole Miss. Et sur la fin de draft, si je dois dire un petit sleeper, moi c'est Jimmy Horn de Colorado, que j'aime beaucoup et je pense que les fans des Panthers, peut-être certains qui le connaissent peut-être pas encore, vont apprendre à le découvrir. Donc moi c'est un joueur que je comprenais pas vraiment sa chute, hein. J'aurais bien aimé qu'on aille le chercher au 4e ou au 5e tour quand quand je suivais la draft avec les Riders, mais voilà, c'est un joueur qui peut être un dynamiteur dans cette attaque et qui peut pourquoi pas s'installer à l'avenir dans le slot, donc ça peut être vraiment hyper intéressant. Mais en tout cas, hâte d'entendre ce que Panthers, enfin ce que Franz en a pensé de cette draft de ces Carolina Panthers. En off, je disais un peu, ouais, j'adore la draft, j'adore sur la draft, mais c'est quelque chose qui me stresse énormément. Donc la bouteille de whisky, elle fait pas long feu. Et quand il y a le commissionneur qui rentre sur scène, ça monte, t'attends et tu guettes la première syllabe qu'il va sortir pour deviner le nom. Et tu l'as dit, Alex, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de noms qui circulaient parce que le pick 8, c'était un pick un peu bâtard. Tout était un reach. On allait reacher. Si on prenait un défenseur, on allait reacher, quoi qu'il arrive. Jalen Walker, on allait reacher. Évidemment, les meilleurs partaient avant. Donc, ça me faisait très, très peur. J'étais du coup presque à me dire, mais pourvu qu'on trade down, j'attendais de voir le message comme quoi on trade down et allons chercher un peu de pique et prendre un joueur à sa value correctement, quoi.
parce qu'on parlait tellement de la défense et j'avoue que Dan Morgan, notre GM, a plutôt bien caché les choses parce qu'en conférence de presse, il a dit c'est la défense notre priorité numéro 1, nanani, nananer. Bah non, quand tout d'un coup, Goodell dit TT, et là je me suis dit, ah ouais, là c'est bon. J'étais avec Alex en live sur Discord et j'avoue que j'étais ravi parce que c'est non seulement, comme tu l'as dit, le meilleur receveur de la QV, mais quel message tu envoies à ton quarterback? Quel message tu lui donnes que de dire, bah, écoute, mon gars, on pense tellement que tu es notre franchise QB qu'on te donne une autre arme dès maintenant pour que tu aies la meilleure offense possible. On te donne le complément parfait de Liggett. Liggett, c'est pas un X, contrairement à ce que la communauté américaine pouvait dire l'année dernière en le mettant à l'extérieur. Les gens, ils comprennent pas qu'en étant à l'extérieur, ça veut pas forcément dire que tu es un receveur X. C'est pas un mec qui sait faire des 50-50. C'est un mec qui sait bouger, qui sait faire de la motion, qui sait venir attaquer le ballon et courir avec et utiliser son corps. Donc, c'est un Z. C'est un Z, Xavier Liggett. Donc, c'est très bien qu'il soit en motion et qu'on lui mette. Il n'est pas encore parfait en X, évidemment, T-Mac, mais on va travailler dessus. C'est un 6'5" qui est capable d'aller faire du 50-50, de jouer en red zone, de jouer sur l'extérieur, qui a des mains hyper sûres, alors que Liggett, il a des petits problèmes de main quand même. Hashtag les Eagles, encore une fois. Donc ouais, pour moi, c'est parfait. C'est parfait. Et puis, et une chose qui est très importante dans la draft, c'est pas que ce que tu piques, c'est comment tu le piques, quand tu le piques et comment tu réagis par rapport au déroulé de la draft. Et quand tu vois qu'on monte en faisant ce trade avec les Broncos pour pouvoir monter, pour aller chercher Scourton, il n'y avait qu'avec les Broncos que tu pouvais le faire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient assez proches et assez loin pour pouvoir faire des pick swaps. Donc, et faire des échanges de piques et de places dans les prochains rounds. Donc, eux, ils pouvaient clairement attendre un peu. Et nous, il fallait qu'on court-circuite Green Bay, Tennessee et je sais plus, et les Bengals qui avaient potentiellement besoin d'un edge. Et ben, on est passé devant ce beau petit monde et hop, on est allé chercher ce qui était pour nous le meilleur edge à ce moment-là. Donc, ça veut dire que rien que ça, c'est une draft réussie. Et puis, la complémentarité avec Princely, elle est nette. Nick Scourton a appris avec du poids à venir être meilleur contre la course, à venir gérer des bloqueurs, alors qu'il avait l'explosivité à Purdue de venir attaquer le quarterback. Donc ça en a fait, malgré tout, je pense, un edge plus complet, mais qui lui donne du coup un plafond qui est extrêmement haut. Peut-être qu'il pourra jamais l'atteindre, mais il a le plafond. Et donc tu lui mets un pass rusher pur qui va attaquer weak side. Donc weak side, c'est là où il n'est pas le ballon. Donc strong side, tu auras Nick Scourton. Et du coup, c'est super chaud pour l'offense de devoir gérer ces deux attaques complètement différentes. Donc, la complémentarité entre Princely et Scourton, elle est évidente. Et bah là, c'est masterclass. Puis en plus, pour la petite anecdote, si mes souvenirs sont bons, tu avais call le trade-up avec les Broncos. Je me souviens bien, tu avais Ouais. dit, c'est avec eux qu'il faut trade-up et il faut lâcher telle compensation, etc. Et au moment où il y a le trade, on voit la compensation, on se dit, mais putain, mais en fait, il a dit exactement ça, Franz. Mm. Ouais, Donc, je me suis là, Ah, mais tu dit, l'avais vu la veille, ouais, tu m'as dit. Tu m'avais dit, tu ouais, l'avais vu la veille. c'est ça, ouais. Je l'ai rêvé. Je me suis dit, mais Tu, bien sûr, mais non, Scourton va avais les tomber. codes. T'avais les codes Netflix, ils étaient sortis la veille Bah, c'est scripté, hein, tout le monde le au sait. Donc, Bangladesh. Donc je vous laisse imaginer la réaction déjà pour Macmillan. Alors encore plus, il a annoncé le pick Scourton et en plus il a annoncé la compensation qui allait avec. Mais alors, mais là on l'a perdu ouais, pendant 10 minutes je au tremblais. moment de la draft. Ah là, c'était. Alors, il faut rappeler les choses, c'est qu'il pouvait pas faire de bruit. Donc, il criait sans crier. C'était un muet à son mariage, le mec. Ouais. Le plus beau jour de sa vie, mais il pouvait pas le. Il était, ouais. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo sur mon compte Twitter. Oui, Je c'est m'en là suis que je l'ai vu. ridicule. Je me suis dit, c'est tellement ridicule que vas-y, je le poste parce que, encore une fois, je suis fan d'une franchise qui a eu des très hauts, hein. On a fait 2 Super Bowls quand même. Il y en a qui n'en ont jamais fait. Qui a eu des très hauts, mais qui a eu des très bas aussi. Et dernièrement, depuis le Super Bowl 50 contre les Broncos, et la blessure de Cam Newton, on a énormément souffert et on a eu des GM qui ont fait de la merde, on a eu des coachs qui ont fait de la merde. Et donc, du coup, de se retrouver avec une draft qui fonctionne et surtout qui est intelligente, ah bah, ça fait du bien. Et donc, je me suis dit, pour toute la commu de fans
qui est petite en France, hein, des Panthers. Bah, c'est cool de montrer ça. J'ai reçu d'ailleurs énormément de messages hyper, hyper sympas de gens qui disaient qu'ils étaient contents et tout. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc voilà, autant partager et j'espère pouvoir en faire d'autres, des petites vidéos comme ça pour des choses positives ou bien négatives cette saison. Après, quoi qu'il arrive, la joie était communicative. Tu vois, on n'a pas moi, j'ai pas forcément mais j'étais content pour toi. Je voyais que tu étais Ouais. content, j'étais content. Tu vois? Ouais, et c'est un peu les messages que j'ai reçus et c'est vrai que c'est diablement cool, ouais. Mais maintenant, il faut que ça parle sur le terrain. Il y a quand même des points négatifs et donc on va quand même mentionner ça. Il y a quand même des choses qui, moi, m'ont un peu dérangé dans la draft, mais gentiment. Je pense que, bon, Etienne, c'est un très bon running back. Et je pense qu'il est prêt pour la NFL tout de suite. Donc, c'est très, très bien. Donc, en running back 3, tranquille. Tu prends, il est au chaud et tu l'intègres, tu lui fais apprendre des trucs, c'est très bien. Mais il y avait Xavier Watts qui était dispo, quoi. Donc, c'est un peu. Il y avait Chris Paul qui était dispo aussi, tu vois. Donc, un linebacker, on n'a pas pris de linebacker. Je trouvais que du coup, on a des trous au niveau de la couverture, au niveau de la couverture au milieu de terrain. Côté safety, côté linebacker, c'est là où le bas blesse. Si on n'arrive pas à chasser le quarterback ou le running back, eh ben, on peut se faire perforer derrière. Et ça me manque un peu d'un free safety parce que là, Tam Ransom et Trevon Moehrig, ils vont faire un peu le même boulot en théorie, hein. C'est un peu j'aime pas faire des comparaisons de ce type, mais c'est plutôt des strong que des free safety, hein. C'est des mecs qui sont des très bons plaqueurs, qui viennent couvrir plutôt la course, qui sont pas forcément des ball hawks safety. Or, bah, aujourd'hui, on a que Demani Richardson, qui est un UDFA, que j'aime beaucoup, que j'ai adoré l'année dernière, qui a fait une breakout season l'année dernière, mais c'est le seul free safety qu'on a. Donc, est-ce qu'on va partir sur Justin Simmons? Il y a un peu la rumeur de Justin Simmons là, qui traîne pour venir combler un peu la room de safety. Je dirais pas non. Et puis, côté linebacker, on a des mecs sans cerveau qui sont là pour faire de la commotion, mais on n'a pas le Luke Kuechly, hein. Donc, celui qui gagne un petit peu cette draft aussi, c'est Trevin Wallace, notre 3e tour de l'année dernière, qui a fait une très bonne saison et qui sera un peu notre linebacker pur inside intelligent. Et ça fait un peu léger. Donc voilà un peu quand même les bémols, mais ils viennent pas entacher une draft qui est c'est pas assez fort pour entacher cette draft, surtout que comme l'a dit Alex, on finit par ce qui est aujourd'hui pour le moment apparemment, hein, le vainqueur des OTA. Donc les entraînements se passent incroyablement avec Jimmy Horn, qui joue rapide. Et en fait, pourquoi il est tombé? C'est parce que bah déjà, il n'a pas joué tous les plays avec Colorado, mais par contre, il a été hyper décisif. Et puis, c'est un mec qui n'a pas fait un bon combine. Et donc, du coup, il n'a pas couru vite. Bah, du coup, comme il ne court pas vite, bah, en fait, il n'est pas aussi fort qu'on ne le croit. Et le problème, c'est qu'il joue plus vite qu'il ne court sans ballon. Et apparemment, pendant les OTA, et les camps, ça se passe merveilleusement bien. Donc, on va espérer que ça vienne encore plus complémenter cette room de receveurs qui n'a pas ce type de profil aujourd'hui. Donc, si tu vois, un Adam Thielen et un Hunter Renfro qui sont sûrs sur du short yardage, tu sais, tu es en 3e et 5, tu as besoin d'une première tentative, hop, tu donnes à ces mecs-là, tu es sûr qu'ils vont attraper le ballon. Mais si tu as envie d'un mec qui va aller un peu foutre le bordel et qui va aller vite, eh ben, tu peux toujours faire des plays comme ça avec un joueur comme Jimmy Horn. Donc, globalement super. Et puis, Cam Jackson, en rotation en obstacle, ce beau bébé qui peut mettre une belle concurrence à Bobby Brown. Donc, non, globalement, j'ai acheté la casquette correspondant à la draft de cette année parce que je me suis dit, je veux un souvenir de potentiellement ce qui serait une draft, je l'espère, un peu dynasty changer, si je peux utiliser ce terme, des Panthers qui peuvent potentiellement construire quelque chose à partir de ça. Ouais, non, clairement, c'est une très bonne draft hein, de votre part, même dans les fins de tour, tu vois, on n'en a pas parlé, mais un Mitchell Evans, tu vois,
apporte un profil un peu différent de ce que Tremble et Sanders t'apportent. J'avais trouvé qu'il était pas mauvais sur le bloc, donc à voir s'il arrive à faire déjà les 53, mais je pense que ça peut bien le faire pour lui en tant que tight end 3 dans un premier temps. Et je trouve que ça manque peut-être aussi un petit peu de cornerback. J'aurais bien aimé un petit corner. Je trouve ça un peu léger sur la rotation. T'enlèves Jesse Young, pardon. T'enlèves Jesse Young, c'est un petit peu léger derrière, donc j'aurais bien aimé un autre cornerback. Et comme tu as dit, Lathan Ransom, pareil. Ce show m'a fait un petit peu tiquer, sachant que tu avais Malachi Moore. Ouais. On a parlé le soir de la draft, qui était encore dispo à ce moment-là, donc un peu Il y décevant. avait il y avait 2 Malakai sur la même draft, c'est incroyable. Et encore, je pense qu'il y en avait même peut-être plus. Mais non, franchement, au global, c'est quand même une draft très réussie. Avec PA, on était assez unanime pour dire que ça méritait le tier S des vainqueurs de draft. Parce que, voilà. Tu peux pas avoir tous les postes. C'est vrai qu'on manquait un peu de pick pour ça. Il aurait fallu descendre certainement de ton premier tour, de ton pick 8 pour combler ces postes-là. Bon, ce sera l'année prochaine ok, on va perdre en finale de conférence et puis on prendra ça et puis on ira gagner le Super Bowl en 2 ans. C'est pas grave, ça me va. Alors, vous avez essayé de trade down quand j'ai vu un petit peu T'as vu Blueprint le blueprint sur sur YouTube. Très intéressant d'ailleurs, j'invite les gens à aller le voir sur la chaîne officielle des Panthers. Et en fait, on entend un petit peu tous les bilans. C'est ça, et quand il fait des petites tractations avec les Rams, du coup, qui voulaient monter. Oui. Et visiblement, les Panthers ont refusé parce que ça ne leur plaisait pas l'offre des Rams. Donc voilà, ils ont. Ouais, visiblement, de ce qui ressortait, c'était pas mal. Donc, mais ils ont préféré prendre Macmillan et c'était plus serein avec ce choix. Et moi, personnellement, je valide largement comme ça. Ouais. Et on a appris que d'ailleurs, Macmillan s'était un peu entraîné avec Bryce Young avant la draft. Donc bon, heureusement que personne n'avait vu ça parce que sinon, ça aurait foutu le bordel. D'ailleurs, tu parlais de tous ceux qui regardent. Tous ceux qui nous écoutent sur Spotify, n'hésitez pas, là, juste en dessous de l'épisode, vous avez un petit sondage où vous pouvez vous aussi donner votre avis sur cette draft et sur cette intersaison de façon générale et donner votre avis pour vous dire est-ce que les besoins ont été comblés du côté de la Caroline. Et Franz, est-ce que les besoins ont été comblés pour toi? Tu peux quand même répondre au sondage après si tu veux, mais là, comme ça, est-ce que les besoins ont été comblés? Globalement, oui, pas tous, évidemment. Comme on a dit, on pouvait pas tout faire. On partait de loin. Alors, déjà, la off-season, elle n'est pas terminée. Tu vois, je disais Justin Simmons, si jamais il vient apporter à la room de safety, tu vois, ça change un peu les choses. Peut-être qu'il y a des linebackers qui... Mais, donc, c'est pas complètement comblé, mais c'est au-delà de mes espérances. Donc, je croyais pas qu'on allait faire aussi bien. C'est pas flashy, mais ça peut être diablement efficace. Donc moi, ça me va. Et disons que ceux qui ont gagné des points, c'est le front office qui est aussi bien la chaîne, le front office, que le front office des Panthers, hein, bien sûr. Parce que le front office, la chaîne est absolument fantastique. Mais notre FO a montré qu'on était un peu plus solide que ce que je pensais, parce que j'avais un peu peur. Dan Morgan, c'était l'assistant de GM avant, donc quand tu donnes une promotion à l'assistant de GM alors que le GM d'avant il venait de faire 2 ans catastrophiques, tu te dis mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'avait pas les couilles de dire non, ton choix était mauvais, donc ça veut dire qu'il n'a pas de charisme, et puis ou alors sinon il était d'accord avec les choix et ça veut dire qu'il est incompétent. Donc ça me faisait un peu peur. Force est de constater que la première année est bien meilleure. Donc j'y crois un petit peu plus et heureusement qu'il y a les vacances, comme ça on arrivera encore plus vite en septembre pour voir ce que ça donne. Alex, besoin comblé pour toi? C'est très dur de combler tous les besoins en une seule off-season, hein, sachant qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Mais je pense dans la globalité, les principaux besoins ont vraiment été adressés. Et on verra de toute façon, on savait que c'était la défense contre la course et le problème des edge rushers. Il y a de la jeunesse maintenant sur cette position. On va espérer que le développement des joueurs se fasse dans une bonne
Enfin, en tout cas, dans une bonne atmosphère. Mais non, au global, très bonne off-season, je trouve, des Panthers. Tu sais que tu aurais pu mieux faire. De toute façon, tu peux toujours mieux faire. Mais au global, tu as amélioré ton effectif et tu pars avec beaucoup plus d'attentes pour 2025. En tout cas, pour ces gentils petits chatons. Si je peux me permettre de Mais tu rajouter vois, un vous m'avez truc. donné envie de regarder les Panthers Ah pour l'année bah, prochaine, tu vois. mais viens. Mais de toute façon, moi, je regarde les Buccaneers. Oui, c'est normal, c'est Alors, que t'aimes le foot, ça. tu vois, comme quoi, on peut être. Les rivaux de division, c'est aussi un petit peu du bullshit, hein, c'est également du marketing. Alors, j'aime pas les Falcons pour plein de raisons, mais même si je respecte énormément l'épisode que vous avez fait, c'était très bien. Mais, Moi, je l'ai pas mais écouté. je rajouterais que financièrement, il y a un truc qui m'a plu aussi, c'est qu'on a. Je m'attendais à ce qu'on. Tu as démarré par le cap, Doug, Ouais. très justement. Et je m'attendais à ce qu'on fasse beaucoup plus de restructuration et qu'on prolonge Taylor Moton pour pouvoir justement travailler sur sur les salaires de cette année. Et en fait, on n'a pas trop touché. Donc, ça veut dire qu'on a encore des actions possibles si jamais on veut faire des folies pendant la saison. Et je trouve ça assez intéressant d'avoir cette marge de manœuvre. Et je m'attendais vraiment pas à ça. Donc, plutôt bien joué. Et bien, la saison, justement, on se projette. Ouais. La voici, la voilà. Le calendrier de la saison qui arrive. Avec, on va attaquer la week 1 Avec ici, les Jaguars, Les Jaguars, ouais. le 7 septembre. avec les Ouais. Jaguars, ensuite les Cardinals, ensuite les Falcons, ensuite les Patriots, les Dolphins, les Cowboys, les Jets, les Bills, les Packers pour le gros Janico, Le gros Janico, le fameux, ouais. ouais, les Saints, les Falcons encore une fois en match de division, les Niners, les Rams, les Saints de nouveau pour le match retour, et ensuite vous enchaînez Buccaneers une fois, Seahawks, Buccaneers deuxième fois. Mm. Je vous laisse faire vos petits comptes de votre côté. Bon, c'est à peu près déjà fait. Hein. Vas-y, Alex. De toute façon, vu que vous finissez dernier de division, vous partez forcément avec un calendrier un petit peu plus abordable que vos concurrents de Ouais. division. On sait que la division aussi, les Saints se sont vraiment affaiblis. On verra dans les épisodes des bilans de off-season, mais les Saints n'ont pas vraiment fait ce qu'on attendait d'eux. Donc cette division, pour moi, les Panthers sont vraiment une carte à jouer. Parce que je trouve qu'il n'y a pas un énorme delta entre les Buccaneers et les Falcons et les Panthers. Donc, les Panthers restent quand même derrière ces deux équipes, selon moi. Mais je pense que vraiment, ça peut, selon le bilan, selon le jeu des confrontations, parce que tu affrontes quand même pas mal d'équipes qui ont pas mal d'interrogations. Hein. Je pense aux Jaguars, par exemple. Les Cardinals, c'est des équipes qui peuvent être prenables aussi. Les Patriots, on les a vus. C'est une équipe aussi qui est en progression, mais qui peut mettre du temps avant que ça clique avec Drake May. Il y a les Dolphins aussi qui ont connu des difficultés ces dernières années, en tout cas cette année dernière. Donc il y a les Jets aussi. Enfin, voilà, pour moi, il y a plein de matchs qui sont prenables pour les Panthers. Je pense que les Panthers ont eu, en tout cas, on en a parlé, des ajouts sur cette off-season qui vont être impactantes. Hein. On a parlé des deux defensive tackles, de Trevon Moehrig en safety. Je pense qu'un Macmillan et qu'un Scourton vont vite avoir du temps de jeu dans cette escouade aussi. Un Princely Le chiffre, Donc voilà, donc pour un petit chiffre, allez, on va essayer de se mouiller un peu. Je pense que je vais dire un 8 victoires. Allez, tiens. Un petit 8 victoires. Allez, un 8 victoires. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec mon camarade, comme dirait GG. Je ne suis pas d'accord avec toi juste sur la division. Tu vois, je peux être d'accord avec toi sur le chiffre à la fin, mais je ne suis pas d'accord avec toi sur la division. Effectivement, on a les Saints qui sont vraiment en bas. On a les Panthers qui, pour moi, ont rattrapé les Falcons sur cette intersaison. Et pour le coup, cette année, plus que les 2 dernières années, je trouve que les Bucks, on est encore un cran au-dessus. Parce qu'on a la certitude avec Mayfield, on sait où on va. On en a parlé déjà, mais voilà. Je trouve, voilà, tu vas avoir ces 3 tiers avec les Saints, Falcons
et Panthers et les Buccaneers au-dessus. Mais après, Ouais, sinon, de je toute suis façon, d'accord avec toi sur le les reste. Buccaneers ont un avantage sur les deux équipes. Après, moi, il y a toujours la question du coordinateur défensif. Ça fait plusieurs années maintenant que vous le perdez chaque année. Donc, ça aussi, Offensif, c'est aussi. offensif. Ouais, offensif, ouais. Ouais. Donc, coordinateur offensif qui est parti. Donc, pareil, ça va être encore peut-être un temps d'adaptation. Alors qu'à l'inverse, un Dave Canales connaît bien aussi les Buccaneers, connaît bien la défense des Buccaneers. Voilà, donc je pense qu'il y aura un peu l'espoir de cette fin de saison dernière oui, on a vu des très belles choses offensivement parlant. Il faudra juste aussi que maintenant la défense suive derrière. Yes. Pour toi, La Francis. clé, c'est les 2 premiers matchs, hein, soyons clairs. Jaguars Cardinals, tu fais 0-2, c'est pas la même histoire, hein. On n'est pas. C'est clairement des équipes sur lesquelles on doit rivaliser. Et pour moi, ils sont clés, ces démarrages. Alors, moi, je pense qu'on peut en prendre un face à chacune des équipes de notre division. On peut en prendre un, on peut perdre les 2 contre les Bucks, hein, mais on peut en prendre un, ça fait 3. Et on peut en gagner 4 autres. On peut gagner contre les Jaguars, on peut gagner contre les Cardinals, on peut gagner contre les Jets, on peut gagner contre les Dolphins, qui ont quand même un petit peu baissé de niveau. Et désolé, Alex, Ouais. l'autre Alex. Donc voilà. Donc moi, je vois 7, ce qui serait une amélioration, une progression par rapport à l'année dernière. Mais ce que je veux, moi, c'est en fait la symbolique, ça serait qu'on ne drafte pas dans le top 10. Voilà, moi, une saison réussie, c'est si on arrive à drafter hors du top 10 l'année prochaine. Je ne m'attends pas à ce qu'on fasse des folies dès le début. Je pense qu'il y a des matchs qui sont très compliqués à jouer. Tu l'as dit, les Bucks, c'est clair. Les Cowboys, on ne sait jamais ça donne. Les Bills, les 49ers, les Packers, ça va être très, très chaud. Les Mais il Cowboys, peut y avoir des bonnes... Pardon ? les Cowboys, c'est leur année en plus. Oui, c'est clair. Non, mais c'est très compliqué de savoir, évidemment, tellement il y a de nouveautés. Mais on veut voir quand même de la progression. Et je trouve qu'au vu du calendrier, si on fait cette victoire, je trouverais ça dans une suite logique. Bah, tu vois, je les ai à 8, moi, comme mon camarade. Et sincèrement, si tu arrives en week 5 en 5-0, c'est pas un vol. Tu vois, ça serait une grosse performance, Ouais. mais c'est pas un vol. Ouais. Tu En vois, plus, tu elle est gagnes quand les votre bye Jaguars, les week Cardinals, les Falcons, les Patriots et les Dolphins. Pour moi, c'est pas un vol. Par contre, derrière, tu peux en perdre 4 d'affilée. Hein. Parce que tu perds Cowboys, Jets, Bills, Packers, ça m'étonne pas non plus. À voir les Jets, qu'est-ce que ça va donner version le génie des Bears là. Mais Elle est week ouais. 13, la bye, Alexandre. Donc, Ok. elle est bien tardive. Bah, pour des candidats au Super Bowl, c'est parfait. Hein, comme ça, on peut se focus sur les playoffs. Je déconne. Non, mais elle est week 13. J'espère qu'on n'aura pas besoin de la bye comme l'année dernière, tu vois, pour se remettre dedans après le match de Munich. Mais ouais, t'as pas tort, hein, Doug. C'est clair qu'il y a un monde où on peut être à 5-0. Et il y a un monde où on peut être à 0,5 aussi. Donc, c'est. Ben, tu vois, si genre on me dit là de suite, t'as 100 balles à mettre, t'es obligé de les mettre, eh ben je les mets sur le 5-0 plutôt que sur le 0,5, tu vois. Ouais, ouais. Bah, t'as plus de moi aussi. garanties aussi. T'as quand même un jeu au sol qui a performé l'année dernière et tu pars avec la même O-line aussi. Ça, on n'en parle pas assez, mais il n'y a pas de changement sur cette escouade. Et on sait aussi Ouais. l'importance qu'une O-line qui se connaît depuis longtemps et qui progresse ensemble, à quel point c'est important dans une offense. Donc moi, je pense que cette année, votre offense, vu de ce Ouais. qu'on a, enfin, en tout cas de ce qu'on a vu de Bryce Young et des investissements qui ont été faits sur cette off-season, pour moi, je ne vous vois pas être une minimum. Enfin, pour moi, en tout cas, vous êtes une top 15 offense sur cette année 2025. Et je serais déçu si ce n'est pas le cas. Votre défense, après, ce sera vraiment, pour moi, le facteur X de toute l'année. Bien sûr, bien sûr. Ah non, mais j'essaie d'être le plus objectif possible. Et j'essaie d'éviter de faire mon homer et de faire mon fan de base. Mais au fond de moi, j'ai du mal à trouver là maintenant si T-Mac fait la progression vers la NFL, fait le passage à la NFL correctement, au vu de ses qualités, je vois pas le trou dans notre offense. J'en vois pas.
Peut-être Oui. tight end. Tight end, il y Ouais, a encore peut-être ces tight end, et interrogations. Mais non, JT Sanders, il est un pass catcher magnifique. Il faut qu'il Oui, passe il faut le cap. Mais qu'il je passe le rappelle, cap. Ouais. oui, mais rappelez-vous, il a eu une commotion à Munich monstrueuse l'année dernière. Il est tombé sur la tête. Il a fait un soleil, il est tombé sur la tête. Ça l'a bloqué pendant quasiment tout le restant de saison. Donc lui, normalement, toi, tu peux jouer en 12 personnel avec au bloc une rotation entre Tommy Tremble et Mitchell Evans. Donc, tu peux faire du 12 personnel, tu peux faire du classique 11 personnel, tu peux même faire du 21 personnel si tu veux, puisque tu as 2 running backs qui peuvent se mettre derrière. Tu vas avoir tes 6 receveurs hyper complémentaires, tu as une O-line fournie et un quarterback qui est peut-être ton franchise quarterback. Donc, par définition, la offense, elle est pleine, quoi. Donc, je ne vois pas où est le problème, sauf contre-performance complète d'un des joueurs et notamment de ton quarterback qui pourrait être voilà, c'est Bryce Young qui va être la clé, évidemment. Bah, si Bryce Young joue bien, si Bryce Young joue comme il a joué contre les Falcons l'année dernière, bah oui, je vois pas comment on peut perdre 5 matchs d'affilée au début. Et t'as Derek Brown qui revient en défense aussi. Ah Ça, je ouais, pense mais que ça, c'est. c'est la recrue de l'intersaison, hein. C'était Ryan qui disait ça. La recrue de l'intersaison, c'est Derrick Brown, bien entendu. C'est top 8 10 tackles de la ligue. Oui, bien entendu. En défense contre la course, je pense qu'il est pas top 8, tu vois. Il est même un peu plus Ouais, haut. Mais tu vois, non, franchement, bien pour sûr. moi, c'est un joueur monstrueux et qui a été un peu bloqué par sa blessure. Donc, Ouais, j'espère qu'il va revenir à 100% parce que tu regardes aussi l'NFL pour des joueurs comme ça. Même si exactement. c'est des gars des defensive tackles, c'est pas les plus beaux à avoir forcément, mais quand tu t'y retardes un peu, tu te dis que c'est les gars les plus intéressants, enfin très importants dans cette défense en tout cas. C'est clair, c'est clair. Merci, messieurs. Merci, vous voyez, 1h01, parfait. Pour tous ceux qui Génial. étaient dans les transports en commun, qui avaient un petit trajet à se faire, qui s'écoutent ça le soir tranquillement avec une petite binouse à la maison. Merci beaucoup, Franz. Merci à vous. J'ai passé un excellent moment, comme d'habitude, avec le Eh front ben, office. c'est partagé. On espère Merci les gars. faire une belle saison. Et puis on espère qu'MC, on va dire quelque chose qu'on n'a pas dit sur Franz, c'est que Franz, son métier, c'est d'organiser des très Ah belles oui. soirées. Oui, Non, c'est pas son c'est vrai. métier, mais il organise des très belles soirées. Donc j'espère que cette année, bon, il n'y a pas de raison, je pense qu'on va réitérer comme l'année dernière. J'espère que ça sera possible. On a passé une excellente soirée du côté Merci. du Belouchiz avec tout le monde qui a pu venir Sauf voir moi. ce Super Bowl. C'est vrai, tu viendras cette année, Je j'espère. viendrai cette année les gars, je vous le dis. C'est Voilà, prévu. donc restez connectés. Les infos arriveront en temps et en heure. Je vais bientôt sortir une sorte de sondage pour savoir qui est intéressé par sans avoir à s'engager, mais qui est intéressé par venir, par le truc. Donc, pour que j'ai une idée un petit peu de si on va encore exploser les scores ou non. Mais on était quasi une centaine l'année dernière et j'avoue on s'est bien amusé. Donc tant mieux. Merci Franz, merci Alexandre pour toi, Avec plaisir. pour ton expertise, Avec un H. notamment à l'adre, avec un H, en effet, avec un grand H. Et on se retrouve très vite, tout le monde, et notamment demain déjà pour parler des Jaguars, vos premiers adversaires, D'autres chatons. d'autres chatons et d'autres encore qui nous ont volé un coordinateur offensif. Duval. Merci à tous, passez tous une bonne soirée et vive le Merci. football. Keep pounding.